Est-ce parce qu'actuellement elle risque la prison en Espagne? My classmates used to say that I used to sound like a goat. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur l'annonce qui a choqué énormément de monde, à savoir l'une des plus grandes pop stars de son ère. Elle sait chanter dans toutes les langues, en espagnol, en français. C'est la femme qui danse du ventre plus vite que son ombre. Oui, Shakira a choqué récemment parce qu'elle a décidé de vendre tous les droits sur sa musique. À savoir que chaque fois que vous allez écouter ses chansons en streaming, pour ceux qui le font, ou chaque fois que vous allez écouter ses chansons à la radio, elle ne touchera plus rien sur ses droits d'auteur et l'annonce choque. L'annonce choque dans un premier temps parce que la plupart des artistes dans cette ère-ci font le sens inverse. On le voit avec Taylor Swift ou encore Kanye West, plusieurs artistes essaient de se battre contre les labels ou l'industrie pour récupérer soit leurs droits, soit leur master. Or, Shakira et plusieurs autres d'ailleurs font le sens inverse. Et c'est d'autant plus perturbant pour certains dans le cas de Shakira qu'ils le voient comme une sorte d'auto-trahison. Parce qu'il faut savoir que ces droits-là, Shakira s'est battue pour les avoir. Elle s'est battue pour avoir le droit d'écrire ses propres chansons. Elle s'est battue pour avoir le droit de vous faire danser sur Oro Sassi. Et aujourd'hui, elle vend tout. Et ça choque des gens qui se disent, mais comment une artiste peut vendre ses propres chansons? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce sont comme ses bébés, comment elle les abandonne? Est-ce parce qu'elle a été accusée de plagiat à de nombreuses reprises au cours des dernières années? Ce qui a pu faire en sorte qu'elle soit à court de liquidité, sachant qu'elle a été condamnée une fois. Ou alors, est-ce par simple envie? Elle avait juste envie de se débarrasser de ça et d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en revenant d'abord sur ce qui a fait le succès de Shakira à l'international, à savoir son album Laundry Service qui fêtait ses 20 ans il y a quelques jours. Ça ne nous rajeunit pas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, à me suivre sur Instagram parce que je vais y partager du contenu exclusif juste sur Insta. Et c'est le début. Lorsque le monde entier va découvrir Shakira en 2001 avec son fabuleux coup de rein sur le titre Whenever, Whenever, pour la plupart des gens, c'est une découverte. Donc, c'est une nouvelle pop star qui vient affronter Britney Spears, Aguilera et surtout Jennifer Lopez. Ils se disent c'est excitant, c'est frais et pour certains même c'est exotique. Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard, un malade! Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la jeune dame qu'ils sont en train de voir a déjà quasiment plus de 10 ans de métier derrière elle. Comme le fou des Martignons. En effet, retour 20 ans en arrière, Shakira naît dans une petite famille colombienne et rien plus ou moins au début ne l'a prédestinée à ce fabuleux destin qu'elle va connaître. Son père est d'origine libanaise mais il est né à New York et il est arrivé en Colombie quand il n'avait que 5 ans. Sa mère, elle a toujours vécu en Colombie et à la base, quand on les regarde, c'est une famille moyenne plutôt classique. Sauf que la petite Shakira va très vite faire repérer à sa famille son premier talent. Et son premier talent, comparé aux American Baby, ce n'est pas de savoir danser comme Michael Jackson et de faire des hihi ou alors de singer les grandes voix de la soul. Non, la petite Shaki, parce que c'est comme ça qu'on la surnomme, n'est pas du tout une American Baby et son premier talent en fait ce sera l'écriture. Elle écrit son premier poème alors qu'elle n'a que 4 ans et il s'appelle La Rosa de Cristal. Et son père étant journaliste, elle va passer plusieurs heures à le regarder totalement fascinée, taper sur sa machine à écrire. La machine à écrire, elle-même elle est étonnée de voir une petite fille comme ça être passionnée par elle. C'est pour ça que quand elle a 7 ans, son père lui offre sa propre machine à écrire et elle commence donc à écrire ses poèmes. Parallèlement, elle est toujours derrière son papa, elle le suit, elle le pisse, chaque fois qu'il sort, elle veut être derrière lui. Et très souvent, son père va dans des bars orientaux en Colombie. Et dans ces fameux bars, elle va être totalement impressionnée, subjuguée par les femmes qu'elle va y rencontrer et qui faisaient donc les fameuses danses du ventre. C'est elles qui vont lui apprendre à faire les mouvements, à gérer la technique, à serrer les abdos. Et chaque fois qu'elle va retourner à l'école, elle va montrer à ses petits camarades les évolutions qu'elle faisait. La musique n'est pas vraiment dans sa ligne de mire à cette époque-là parce que quelquefois elle a essayé de chanter devant sa prof et les élèves et sa prof lui a fait savoir qu'elle avait une voix de chèvre. Ne commencez pas à faire genre, vous n'êtes pas surpris, on se sait.
Et donc la notoriété de la petite Shaki se fait principalement sur ses talents de danseuse du ventre. Elle fait plein de petites prestations par-ci par-là. Des fois elle pousse la chansonnette, mais ce n'est pas son objectif principal. Ce n'est qu'un jour le directeur d'un théâtre qui la voit et il se dit mais en fait elle n'a que 11 ans mais elle a le whole package en fait. Elle sait danser, elle sait chanter et en plus elle captive la scène. Dès qu'elle entre sur scène, tout le monde est subjugué. Elle doit faire carrière. Il lui parle, elle lui montre tous ces textes là qu'elle tapait sur sa machine à écrire. Il se dit, en plus elle compose ses chansons, non mais c'est bingo quoi. Il a des contacts dans l'industrie, il va chez Sony Music et il leur dit, là j'ai le futur petit génie de la pop, signé là, vous n'avez absolument rien à perdre. Et c'est comme ça que Sony, qui est au début réticent parce qu'elle est trop jeune, se dit, bon, allons-y. Ils essaient un peu de la diriger au niveau du son et ça finalise donc le fameux album Magia, qui est son premier disque, qui sort alors qu'elle n'a que 13 ans et qui est porté par ce single-ci. Les ventes sont absolument incroyables, c'est un coup de folie. Elle va en vendre à peine plus que le premier album de Magali Vaé, à savoir 1200 exemplaires, ce qui est plus ou moins aussi similaire aux dernières ventes de La Fouine. Vous l'aurez compris, ce premier album est un immense échec pour elle en 91. Elle va continuer à faire plusieurs shows télé. Et lors d'un show télé, elle va tomber sur une superstar de la musique latine à l'époque, à savoir Ricky Martin, qui va lui remettre un trophée après une prestation. Et le label n'abandonne pas. Ils se disent que même si le premier n'a pas marché, on continue. Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette petite Shakira-là. Et donc le second album de Shakira sort dans la foulée en 93. Il s'appelle Peligro. Et il ne va avoir qu'un seul clip parce que dès le démarrage, Shakira n'est pas contente. Elle déteste l'album parce que l'enregistrement a été très frustrant. Le label lui a imposé plusieurs sons. Souvent même, elle est un peu plus New Jack pour suivre les influences de chanteuses comme Selena ou encore Thalia. Donc elle n'aime pas le projet et elle rechigne à le promouvoir et le public le lui rend bien parce qu'eux aussi ne vont pas aimer le projet et ils vont rechigner à l'acheter. Moins de 2000 ventes. Après ces deux échecs, elle est incroyablement frustrée. Elle retourne à l'école, elle peaufine son style d'écriture, elle touche les ados, elle se dit mais pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas? Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas dans le game. Et bizarrement aussi, le label, malgré les chiffres qui sont catastrophiques, ne la vire pas. Un jour, Shakira revient et elle leur dit j'ai travaillé avec un producteur, Luis Fernando Ochoa, qui est pas quelqu'un d'hyper connu dans le game. Il vient à peine de se faire un nom. Elle dit on a travaillé sur quelques titres, notamment la chanson Donde Estas Corazón. Le style est beaucoup plus acoustique pop avec une forte influence à Alanis Morissette. Quand le label écoute, ils se disent bon, on va encore une fois lui laisser sa chance. Mais pas trop quand même. On va lui donner un budget de 100 000 $, parce qu'on estime plus ou moins que bon, elle et son producteur là, ils n'ont pas non plus besoin d'énormément d'argent pour travailler. Et au vu des ventes qu'elle nous rapporte actuellement, nous misons, et ils le disent clairement, sur 100 000 ventes. Et vous pouvez confirmer au vu des ventes des deux premiers albums de Shakira que c'est hyper ambitieux. C'est quasiment 5000% d'augmentation sur lequel ils misent sans vraiment savoir où ils vont aller. Et c'est exactement là que ça va prendre. Parce que le style qu'elle va définir, à savoir toutes les influences latines et ce côté beaucoup plus pop rock, très acoustique et surtout très finement écrit, vont faire sa formule et vont lui permettre avec ce troisième album Pies Descalzos d'avoir son premier gros succès en Amérique latine. L'album va faire 2 millions de ventes avec des singles comme celui-ci. Et elle va atteindre les 500 000 exemplaires aux États-Unis, ce qui veut dire que sans être mainstream chez le public latino-américain, elle va devenir super populaire avec de nombreux prix. Elle se fait un nom avec sa propre identité musicale et surtout avec sa propre plume. Elle a écrit toutes les chansons de cet album qui a été son album à succès. Elle a décidé de la direction artistique. Elle est allée voir le label et rien ne lui a été imposé. Et ça, surtout, elle veut le garder pour la suite. Et c'est pour ça que quand l'un des plus grands producteurs et l'un des plus grands visionnaires de la scène latino, à savoir Emilio Estefan, le mari de la légendaire Gloria Estefan, vient la voir et qu'il commence à avoir une relation artistique, elle le prévient en lui disant « Si tu deviens mon manager, je veux surtout garder ma propre ligne en fait. Je ne veux pas qu'on m'impose des chansons, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. J'ai besoin d'écrire mes titres, j'ai besoin de garder cette propre ligne qui sera la mienne jusqu'au bout. » Emilio accepte totalement ça et il y a une relation de confiance entre les deux parce que Emilio, non seulement il a poussé la carrière de Gloria, mais celle de Thalia, celle de Enrico Iglesias. Donc c'est un pacha dans le game et les deux commencent à penser ce quatrième album. Sauf qu'un jour, alors qu'elle est à l'aéroport de Colombie, elle perd l'un de ses bagages.
Dans ce bagage-là, il y a plusieurs textes qu'elle écrivait donc pour l'album à venir. Et ils vont chercher le bagage pendant des mois. Personne n'arrive à trouver le bagage. Du coup, le label revient vers elle en lui disant « Mais c'est toi qui as écrit les textes. Rappelle-toi de ce que tu as écrit, c'est facile, c'est bon, que ça revienne. » Sauf que Shakira va être profondément traumatisée par l'événement. Elle ne va plus réussir à se souvenir de ce qu'elle avait écrit. Et donc partant de là, ça va entraîner toute une période de gestation hyper difficile pour cet album-là. Et c'est donc là que Emilio Estefan va intervenir. Ils vont passer plusieurs mois avec d'autres collaborateurs pour pouvoir finaliser cet album-là. Et le but est donc de garder l'identité du premier, ce côté pop rock avec un peu de folk par-ci par-là, tout en pouvant lui permettre de s'ouvrir à d'autres marchés. Parce que l'objectif ultime dans la tête d'Emilio, mais ça Shakira ne le sait pas encore, c'est de breaker sur le marché américain. Et c'est donc comme ça qu'ils vont finaliser l'album Donde Están los Ladrones, qui s'appelle donc littéralement Où sont les voleurs? La preuve qu'ils ont été vraiment traumatisés par cette période-là. Et parmi les tubes de ce disque-là, on retrouve celui-ci. Ou encore celui-ci. À titre personnel, pour moi, c'est l'album de Shakira en fait. Je trouve que c'est le disque qui la représente le mieux et c'est aussi le mieux écrit. Mais au-delà de ça, il va cartonner à un autre niveau pour une artiste latine de cette époque-là. Le premier jour, elle va en vendre 300 000 dans les pays latins. En moins d'un mois, déjà 1 million d'exemplaires. Aux États-Unis aussi, ça prend très bien. Elle réussit à être certifiée platine aux États-Unis. Et encore une fois, uniquement sur le public latino en fait. Elle va avoir des nominations au Grammy Award et dans plein d'autres cérémonies. Sauf que tout le très très grand public, comme elle chante en espagnol, ils ne savent pas encore qui est Shakira. En France non plus, hormis les publics de vraiment niche, on ne sait pas qui est Shakira. Et c'est là que Gloria Estefan, qui la regarde tous les jours parce que c'est le mari qui la manage, se dit mais c'est pas possible en fait. Tout le talent de cette fille ne peut pas passer entre les mailles du filet. Il faut absolument qu'elle chante en anglais. For Shakira. Yes, because she didn't think she could do it. And she's a poet. So I was listening to her songs in Spanish and I would hear in my head, I go, Shaki, these songs, I go, I'm going to do a couple for you so you see. Le problème est que Shakira s'exprime vraiment très mal en anglais. Elle ne parle quasiment pas la langue et elle se dit qu'elle ne sera pas crédible à chanter totalement dans cette langue-là. Gloria Estefan lui dit bon, ok, tu veux garder ton identité artistique, ça je comprends. Tu veux garder tes textes parce que je trouve que tu écris vraiment bien, ça aussi je comprends. Laisse-moi donc commencer à écrire pour toi. C'est comme ça que Gloria va donc prendre plusieurs textes de Shakira et qu'elle va les adapter en anglais et après va venir montrer tout à Shakira en lui disant regarde, ça peut le faire, ça peut rimer, ce genre de choses. Quand Shakira va s'en rendre compte, elle qui s'estime poète, littéraire et qui aime le faire, elle va se dire mais c'est pas possible qu'elle réussisse à le faire et moi je n'y arrive pas. C'est donc à partir de là qu'elle va prendre la chose au sérieux, elle va prendre des profs pour apprendre l'anglais et ensuite elle va commencer à lire plusieurs auteurs de chansons, des gens comme Bob Dylan, pour pouvoir avoir la main sur cette partie de l'écriture en fait. Elle ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à sa place. Gloria Estefan dira qu'elle avait ce côté un peu compétitif, mais elle se met au travail et c'est à ce moment-là aussi, impressionnée par la déontologie de travail de Shakira, que Gloria va se dire il faut que son album soit totalement en anglais. Quand elles vont le présenter au directeur du label, qui est donc Tommy Mottola à l'époque, l'ex-mari de Mariah Carey, Tommy Mottola n'est pas d'accord. Tommy se dit, là on a 2 albums en espagnol qui viennent de bien marcher, le premier, le deuxième, pourquoi est-ce qu'on va aller sur le marché anglais? Peut-être qu'elle va complètement se fracasser et perdre son audience espagnole en fait. C'est hyper risqué pour lui, surtout que bon, effectivement les 2 derniers albums de Shakira ont très bien marché. Mais les 2 premiers ont été de gros flops. Donc il se sent ça un peu fébrile, il se dit faisons d'abord le 3e ou alors coupons la poire en 2. Mettons des titres en espagnol et mettons quelques titres en anglais, comme ça fait un mix et après on voit comment ça marche. Sauf que les filles, et notamment Gloria qui a encore un gros poids à l'époque, lui dit franchement, si tu fais ça, tu vas couper la poire en 2 et elle n'aura jamais l'attention d'une vraie pop star américaine. Il faut sortir tout en anglais et après on voit par la suite une version en espagnol parce que le public américain n'ira pas acheter l'album d'une chanteuse qui a donc des chansons en espagnol et quelques titres en anglais en fait. C'est tout ou rien. Et au fil des discussions, ce n'est même plus le combat entre Shakira et le label, ça devient le combat entre le label et tout le poids de Gloria Estefan qui va finir par avoir gain de cause. Et c'est donc comme ça que Shakira va avoir le droit d'enregistrer le fameux Laundry Service avec plusieurs producteurs que elle et Emilio Estefan auront choisi eux-mêmes. Là encore, elle va avoir le pas sur le fait d'écrire sa vie, de raconter sa vie. D'ailleurs, la chanson Underneath Your Clothes raconte sa relation avec son petit ami de l'époque. Et on retrouve Gloria Estefan à la coécriture du fameux tube qui va la faire connaître partout dans le monde, à savoir
Whenever, Whenever. C'est à partir de là qu'elle va faire le crossover en tant que pop star internationale qui se vaut aussi au niveau du son. Il y a une personnalité très pop rock dans plusieurs de ses chansons, une petite vibe folk et le tout toujours très structuré, très ancré sur des sonorités latinas. Le monde entier va se passionner pour elle, notamment la France. Je me rappelle encore de reportages. Vous savez, les reportages où on allait voir les fans de Shakira qui avaient tous ces posters dans leur chambre. Et je me rappelle d'une d'entre elles pendant toute la folie autour de ce premier album qui était tellement fanatique de Shakira qu'elle racontait que même son fils était fan de Shakira et elle le montrait à la télé. J'ai pas réussi à retrouver l'extrait, mais elle le montrait à la télé en disant oui, il aime Shakira parce qu'on en parle tous les jours, on l'écoute tous les jours. Et à la fin, elle dit, d'ailleurs, il pense même qu'elle a le même nom que le président de la République. Et on voit le petit garçon qui dit Shakirac. Je suis désolé de vous raconter ça, j'ai jamais oublié. Parce que ça m'a pris des jours pour comprendre qu'elle parlait de Jacques Chirac. Enfin, dans la carrière de Shakira, qui mérite sans aucun doute un décryptage musical, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en voulez un. Bah en fait, il y a un pattern. Le pattern, c'est qu'elle revenait toujours et elle parlait toujours du fait de vouloir contrôler sa direction artistique, chose qu'elle ne va pas toujours réussir, mais au moins il y avait toujours cette intention-là. Et de l'autre côté, de dire que j'écris mes textes. Quand elle revient en 2005 avec l'album Oral Fixation, le premier single notamment est écrit par elle. Aussi longtemps que possible, elle a essayé de garder le côté où j'écris mes textes, y compris sur les projets en anglais. C'est totalement différent, par exemple, d'une Rihanna. Et elle se rapproche un peu plus, pas totalement bien sûr, mais plus d'une Taylor Swift sur le format, parce que effectivement, c'est j'écris mes textes, je choisis mon producteur et on y va. Et c'est donc pour ça, vous l'avez compris, que l'annonce fait beaucoup plus grincer des dents dans son cas. On se dit, quelqu'un qui a autant insisté pour écrire ses chansons, quelqu'un qui a autant insisté pour imposer sa direction artistique et ça a fonctionné, comment est-ce qu'au bout de 20 ans de métier, tu finis par te dire que je vends mes droits, je vends tout ça à d'autres personnes? Est-ce parce qu'elle a été accusée de plagiat et ça l'a totalement dégoûtée du game? On se souvient notamment de la chanson Loca qui était un tube en 2010. La chanson samplait en fait le titre Loca Consugere du chanteur El Cata. Ils ont porté plainte afin d'être inclus dans la chanson de Shakira, mais ça ne s'est pas arrêté là parce que El Cata lui-même a reçu une plainte d'un monsieur qui disait lui avoir fait écouter cette chanson-là en 2006. La chanson était une histoire d'amour entre lui et sa femme. Il dit qu'il a fait écouter la chanson à El Cata, que El Cata l'a reprise pour en faire un tube, et quand il va présenter ses preuves au tribunal en 2014, il va gagner le procès et Shakira va être condamnée pour plagiat. Mais comme son avocat va plaider qu'elle n'était pas au courant, c'est Sony qui était censé devoir rémunérer le fameux monsieur. Sauf que quand la balle va arriver chez Sony, ils vont faire pas mal de recherches et surtout ils vont essayer de savoir qui est exactement ce monsieur. Et il va se trouver que le monsieur avait falsifié la cassette. Alors peut-être qu'il avait vraiment fait écouter la chanson, mais la cassette qu'il avait produite pour pouvoir dire que voici la cassette que j'avais fait écouter au début n'était pas la bonne cassette. Et c'est donc comme ça que lors de l'appel en 2015, il va perdre le procès. Et donc Shakira, même si elle avait été condamnée pour plagiat en première instance, ne va rien payer. L'autre histoire de plagiat dans laquelle elle va être impliquée, c'est celle pour le titre qu'elle va chanter pour la Coupe du Monde 2010, qui était vraiment une année fatidique pour elle. La chanson s'appelle donc Waka Waka, qui en langage pidgin veut dire marcher, marcher. Elle la sort, ça devient un tube mondial, et elle va mentir dans plusieurs interviews en disant que la chanson, la mélodie, les paroles lui sont venues alors qu'elle marchait sur la plage de Cézelle à une grange. Waka Waka it's a dear song to me. You know, it came to me, to answer your question, came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus. I was like, I got it. And I recorded it just with the guitar and voice, and that's how I realized that the song. Et non, c'est un mensonge dès la seconde où elle part de la mélodie en fait. Parce que vous jouez la chanson à la guitare, dès les premières secondes, la mélodie qu'elle joue n'est pas une mélodie qu'elle a inventée. C'est bien sûr la mélodie du titre Waka Waka, qui en fait est un titre camerounais qui a cartonné dans les années 80 et qui a notamment été reprise par l'armée camerounaise pour ses défilés. Waka waka, zamina mina sankalewa.
C'est l'autre affaire de plagiat dans laquelle elle a été impliquée, mais là encore, elle n'a pas dû payer grand-chose. Donc ça veut dire que les affaires de plagiat ne sont pas les raisons pour lesquelles ses finances peuvent être à mal. Du coup, si ce ne sont pas les plagiats, regardons du côté du fisc espagnol. En effet, le fisc espagnol reproche à Shakira de lui avoir menti. Elle aurait vécu en Catalogne entre 2011 et 2014 sans payer les impôts. On le lui a d'abord reproché et on l'a condamné à payer plus de 14,5 millions d'impôts. Chose qu'au bout de plusieurs années et délibérations, elle a payé. Sauf que la juge espagnole n'en a pas fini avec elle. Dès qu'elle a récupéré les 14 millions, elle s'est dit mais en fait si tu payes 14 millions d'impôts, ça veut dire que quelque part, tu avoues que tu as fait de l'évasion fiscale. Parce qu'effectivement, elle aurait pu être sympa et lui dire, je te fais juste repayer ce que tu aurais dû payer parce que j'aime bien tes chansons, la danse du ventre, là, je fais ça chez moi. Et effectivement, elle lui a fait repayer ce qu'elle aurait dû payer. Mais maintenant, il y a une seconde plainte en disant que pendant cette période-là, entre 2012 et 2014, Shakira prétendait vivre aux Bahamas alors qu'elle vivait en Espagne et elle serait donc coupable d'avoir fait de l'évasion fiscale. Pourquoi? Parce que le Bahamas, c'est un paradis fiscal. Donc la juge, maintenant, elle attaque sur cette partie-là de l'histoire et Shakira est un peu piégée parce qu'elle a déjà payé pour dire que oui, effectivement, je rattrape mes impôts en fait. Elle s'est totalement régularisée en Espagne en 2015 et elle dit que depuis, effectivement, elle vit en Espagne et elle paye ses impôts en Espagne. Mais ils lui disent, entre 2011 et 2014, si tu as accepté d'être régularisé et que tu dis que tu avais une maison aux Bahamas, ça veut dire qu'il y a des millions qui cherchent leur frère, donc tu pourrais aller en prison malgré le fait qu'elle est donc régularisée la première somme, les premiers 41 millions de dollars. Lolé, lolé, lolé. Du coup, est-ce ce problème avec le fisc espagnol qui la pousse à le faire? C'est difficile à dire de façon directe, mais ce qui est sûr, c'est que l'argument de Shakira, comme l'argument de plusieurs autres artistes qui vendent actuellement leurs droits, est absolument financier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs grosses entreprises actuellement qui rachètent les droits de plusieurs artistes. Neil Diamond a vendu, Tina Turner a vendu, David Guetta a vendu les siens pour 100 millions de dollars et Shakira donc aussi a vendu les siens, même si effectivement, comme vous l'avez pu le voir, elle y était très attachée. Ça se base sur quoi? Ça se base sur le fait que quand les revenus étaient plus ou moins fixes grâce aux ventes d'albums, ces artistes-là étaient assurés d'avoir une sorte de revenu constant. Maintenant, avec le streaming, beaucoup d'entre eux ont des revenus qui ne sont absolument pas les mêmes que ceux qu'ils ont connus à la très très grande époque des ventes de disques. Bien sûr, ils font des tournées et pour Shakira, les tournées sont toujours extrêmement rentables parce que c'est un gros nom, c'est une immense performeuse et qu'elle a une immense discographie. Mais beaucoup d'artistes, pendant la période du Covid où ils n'ont pas performé, se sont rendus compte que les revenus du streaming ne leur convenaient pas vraiment. Et c'est donc là qu'interviennent plusieurs grosses sociétés qui rachètent ces droits-là au prix fort. C'est-à-dire que pour certains de ces artistes-là, ils vont vendre leurs droits à 2 fois, 3 fois. Et je sais par exemple que pour Neil Diamond, dans son cas, ça a été 5 fois le prix que ça vaut actuellement sur le marché. C'est-à-dire que l'entreprise vient vers eux et leur dit, sur 10 ans, au vu de ce que tu gagnes actuellement, tu vas gagner ça. Moi, je te propose d'un coup 5 fois ça. Au lieu que tu espères qu'un jour ta chanson va passer dans la pub ou ce genre de choses, je te propose d'un coup beaucoup plus gros. Est-ce que tu es prête ou est-ce que tu es prêt à accepter? Et c'est donc ce que Shakira a accepté. À savoir qu'elle a légué les droits de ses plus gros tubes, de ce pourquoi elle s'est battue pour écrire. Parce que la manne financière qui lui a été proposée tout de suite est mieux que ce qu'elle pourrait espérer sur le long terme avec les effets du streaming. Parce qu'effectivement, c'est calculé par rapport à ce que tu gagnes actuellement. La possession musicale, les droits musicaux sont devenus une sorte de capacité boursière et beaucoup d'artistes qui ne sont pas satisfaits avec l'état du marché financièrement actuellement pour eux ont préféré céder leurs droits et investir ailleurs que de se dire qu'ils vont subir les dents de scie du streaming, à savoir que peut-être qu'effectivement ça va monter, mais si ça ne monte jamais ou alors si ça baisse, bah, je suis perdant en fait. On se retrouve vraiment dans la bourse musicale et effectivement, si certains comme Taylor Swift ou encore Kanye West veulent absolument toute leur musique, d'autres se rendent bien compte que finalement la musique sur le très long terme risque d'être un investissement pas si fiable par rapport à d'autres. Et Shakira en fait partie. C'est un sujet passionnant que je détaillerai certainement avec les abonnés premium de la chaîne parce qu'il y a beaucoup de stratagèmes à avoir dans cette période de transition pour l'industrie des disques. En attendant, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la carrière de Shakira. Comment elle s'est battue pour avoir tout ce qu'elle a eu, imposer sa direction artistique, le succès qu'elle a eu. Est-ce que vous aimez Shakira? Est-ce que vous ne l'aimez pas du tout? Moi, je dois avouer que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec sa voix. That is a super choice. Would you like any sides? No, 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 no.
No, 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 no. Mais bon, au bout de 20 ans, j'aime mieux. Mes 3 albums préférés, c'est Donde Están Los Ladrones, Sale El Sol, qui pour moi est son meilleur album depuis, je sais pas, 15 ans. Et peut-être en troisième position, donc She-Wolf, parce que les productions de Pharrell et ce genre de choses. Dites-moi quels sont vos 3 albums préférés d'elle. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que pour vous c'est une meurtrissure? Comment voyez-vous la situation? Auriez-vous fait pareil à sa place? C'est-à-dire que revendre tout de suite en étant sûr que vous auriez 5 ou 6 fois plus? Ou est-ce que vous avez la pâte artistique à vous dire que ce sont mes chansons, même si ça me rapporte plus rien, même si je mange avec des pâtes, ce sont mes chansons, en n'oubliant malgré tout pas que Shakira n'est pas dans ce cas de figure là, hein, parce que Shakira tournera jusqu'au jour de sa mort, il y aura toujours des gens pour venir la voir sur scène. Elle n'est pas non plus dans le cas de figure de quelqu'un qui a le couteau sous la gorge en termes de rentrée financière. Que pensez-vous de la bataille avec le fisc espagnol? Est-ce qu'elle mérite d'aller en prison ou est-ce qu'elle ne le mérite pas du tout? Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse de Shakira et de ses choix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.